Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour à tous, fidèles des rendez-vous économiques sur la chaîne Effelri FM. Vous écoutez Éco-Sahel et c'est votre rendez-vous économique de la semaine. Aujourd'hui, nous parlerons COP28, qu'attendent les pays africains de la COP28, financement des énergies renouvelables, réforme du système financier international et taxes carbone. Voici les revendications des pays africains durant le sommet de Nairobi le 6 septembre dernier. Est-ce que ces revendications vont avoir une réponse durant cette COP28? C'est ce que nous allons essayer de voir, et pour justement avoir réponse à tout cela, j'ai avec moi sur ce plateau d'Éco-Sahel Mahfoud Kaoubi, spécialiste en économie. Bien le bonjour à vous Mahfoud Kaoubi. Bonjour Abdelmalek. Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bien le bonjour à vous Samuel. Bonjour. Et Mzoura Al-Hayani, chef d'entreprise aussi. Bien le bonjour à vous Mzoura Al-Hayani. Bonjour Malek. Bonjour. Alors, je le disais, quelles sont les attentes des pays africains durant cette COP28 qui se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis? Quels sont les enjeux des pays africains? Alors, je le sais, les pays africains ont tout le temps revendiqué un changement total, parce que le continent africain, il faut le dire, hein, c'est un continent sujet à un changement climatique, n'est-ce pas, Mahfoud Kaoubi? Oui, tout à fait. Donc l'Afrique est en train de subir ce changement climatique à coup d'inondations, à coup de problèmes qui sont à l'origine de plein de dysfonctionnements, aussi bien économiques que sociaux. Donc l'Afrique revendiquera encore une fois de se pencher sur des aspects relatifs au financement, revendiquera aussi de revoir cette carte sur la décarbonisation. Justement, parce que l'Afrique ne contribue qu'à 2 à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, je trouve que finalement, vous avez raison, c'est vrai, hein, il faut revoir, non? Oui, il faut revoir, ça, c'est clair. Du Caire aux Émirats, donc les revendications, il faut rappeler qu'ils sont pratiquement les mêmes. L'Afrique est le maillon faible dans ce processus. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, pour ne pas dire qu'il ne pollue presque pas, comparativement aux autres continents, principalement l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est. Maintenant, c'est des rapports de force qui régissent des conférences pareilles, parce qu'au-delà de ce qui est apparent, des logiques sont tout à fait autres, et le monde économique a ses propres instruments, ses lobbies, ses moyens de contraindre et de sortir avec des résolutions qui nous ont habitués donc à faire sortir un semblant de consensus, alors qu'en réalité, la question relative au développement de l'Afrique reste posée sous toutes ses facettes, aussi bien sur le plan écologique que sur le plan économique. Autre chose, Mahfoud Kaoubi, la BAD, la Banque africaine de développement, s'était dite prête à jouer un nouveau rôle de premier plan pour porter la voix du continent lors de cette conférence 2023 des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP28. Sommes-nous dans le réel, véritablement? Y a-t-il un plan d'action? Bien, c'est des promesses. Moi, je dirais qu'on est beaucoup plus dans les promesses que dans les véritables logiques de changement. Il ne faut pas se leurrer, en tous les cas. Le monde vit actuellement une véritable crise sur le plan économique qui a de ses répercussions sur le plan politique et même sur le plan géostratégique. Au cœur de cette crise, il y a cette question de l'énergie. Et donc, comme c'est souvent les forts qui imposent leur logique, encore une COP qui discutera les différentes problématiques sous leur angle écologique, scientifique, etc., mais qui, sur le plan de la transformation, peineront énormément pour mettre en place une feuille de route qui respecterait surtout le droit de l'Afrique à se développer, à utiliser l'énergie
et aussi à bénéficier de financements en matière de transformation énergétique. Donc entre ces vœux et la réalité, il y a un grand écart. Et justement, les énergies, parlons-en. Samuel Akizimana, l'Afrique possède un potentiel naturel énorme pour générer directement des énergies propres, solaires, éoliens, et ainsi de suite. Mais le paradoxe, ce continent n'a attiré que 2% des investissements mondiaux de la transition énergétique pendant la décennie écoulée. Comprenez-vous ce chiffre 2%, Samuel ? Oui, c'est normal. Vous savez, sans un financement significatif pour les pays en développement, en réalité, on peut dire que des énergies renouvelables restera un mirage. Pourquoi ? Parce que il faut qu'on passe sur des choses plus concrètes. C'est pour ça, si on ne prend pas les choses en main, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qui est plus important. Comment vous voulez interdire des pays avec certaines ressources qu'on appelle ressources fossiles d'exploiter les ressources qu'ils ont, alors qu'ils n'ont même pas. Il faut regarder la réalité en Afrique. On a des ressources qu'on n'a même pas encore exploitées. Bien sûr. Les chiffres jusqu'à présent démontrent que l'Afrique recèle de 40%. C'est des réserves mondiales en termes de ressources naturelles à exploiter pour les énergies renouvelables. 40% déjà. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder la réalité de l'Afrique et regarder le potentiel qu'il y a en Afrique. Vous avez parlé d'une chose qui est importante. Vous avez dit, vous savez, en Afrique, on subit les conséquences des choses que nous-mêmes, on n'a pas créées. Vous savez une chose, si en Afrique, déjà, moi, je vais regarder, en allant en dehors même des ressources renouvelables, en parlant des ressources fossiles, qu'on appelle fossiles, même en Afrique, on a tant de ressources fossiles qui sont encore inexploitées. C'est-à-dire que sur le terrain, en Afrique, on est toujours perdant. Parce que si il y a certaines lois qui sont votées qui sont au détriment de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on subit et on va continuer à subir et on ne va pas exploiter et on va toujours rester dans le même cercle en disant on va subir. Par exemple, comme ce que M. Corby a dit en disant on est toujours sur des logiques qui ne sont pas réalistes dans le sens où on est toujours en train de parler. On ne passe pas en action. Parce qu'en réalité, si on ne prend pas en réalité le côté financement, sur le côté climatique en Afrique, en rapport avec tout ce qui est en train de se passer, on ne va pas produire et on va toujours subir en réalité. Donc c'est des questions qui sont un peu je pourrais dire, un peu sensibles pour l'Afrique. Mzoura Lahiani, vous êtes d'accord avec Samuel Akizimana ? Oui, d'une part, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Aussi, si on n'exploite pas les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est parce qu'on manque d'infrastructures, déjà. On ne peut pas aller directement vers des énergies renouvelables sans utiliser aussi, comme il a dit, de manière à 100% les énergies fossiles. Donc, on ne peut pas interdire d'utiliser les énergies fossiles qui existent déjà parce que c'est déjà important pour l'Afrique. Et même si on subit ce que les autres font, mais on doit toujours trouver des solutions pour nous. Exactement, mais peut-être que cette COP28 va changer les choses, car des projets d'énergie propre ont été lancés entre l'Afrique et la Chine cette semaine durant cette conférence internationale sur le climat. Cette initiative concerne principalement des projets solaires, je le disais, ce qui pourrait constituer une solution énergétique dans les régions africaines les plus défavorisées. Alors je vous propose d'écouter un papier signé Sien Bourazi, justement, et puis on entame le débat. Ces nouveaux projets se focalisent sur les micro-réseaux photovoltaïques industriels, les systèmes de production d'électricité ainsi que les projets de biogaz. Ibrahim Diop, climatologue, nous en dit plus. Ce projet ambitieux vise à résoudre les problèmes énergétiques des zones rurales en Afrique. Les micro-réseaux photovoltaïques industriels qu'on appelle les PV pourraient offrir une approche décentralisée répondant aux besoins locaux et stimulant le développement économique. Les systèmes de production d'électricité photovoltaïque domestique pourraient améliorer les conditions de vie tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles avec des implications positives sur l'environnement et le bien-être social, contribuant ainsi à la lutte contre les changements climatiques. Selon les spécialistes, ces projets d'énergie propre contribuent à renforcer les liens bilatéraux et les coopérations internationales en matière de développement durable, ce qui permettra également de relever les défis énergétiques dans les régions sous-développées, et ceci pour une meilleure lutte contre les changements climatiques. Samuel Akizimana, vous êtes optimiste maintenant ? Vous savez, le financement sera essentiel pour instaurer la confiance en réalité. Parce que vous voyez que
c'est déjà une bonne approche en voyant qu'il y a déjà... Ça pourrait être un premier pas. C'est déjà un premier pas en voyant que la Chine fait ce premier pas pour collaborer avec l'Afrique, pour instaurer ce projet qui est colossal, parce qu'on va voir que ça va servir surtout sur le côté des pays où il y a des zones rurales, où c'est un peu plus compliqué d'avoir une certaine ressource en énergie électrique. Donc c'est déjà un bon point, et on voit que pour être optimiste, on peut dire qu'il y a déjà des premiers pas, donc on peut dire qu'il y a des choses qui avancent dans le bon sens. Alors c'est un premier pas, oui, mais pour un continent qui regorge, qui abrite 1,4 milliard d'habitants, dont 600 millions n'ont pas accès à l'électricité, le chemin est encore loin. Il nous reste beaucoup à faire, Mahfoud Kaoubi. Oui, il nous reste énormément à faire. Le plus important, c'est que d'un côté, la situation est peu réjouissante, mais de l'autre côté, c'est un énorme potentiel d'investissement et de transformation. Donc, c'est comme le verre à moitié vide et à moitié plein. Donc, la question qui se pose actuellement, c'est que l'Afrique a un problème de développement à régler. Le problème de développement se règle par l'investissement et la croissance. Et donc, le véritable vecteur de cette transformation passe nécessairement par résoudre les questions qui bloquent ce processus d'investissement. Dans le domaine de l'énergie, d'ailleurs, il est important de mobiliser les financements et de créer des joint ventures. Donc, les Chinois, ils viendront. Maintenant, il ne faut pas que ça soit un projet qui constitue l'arbre qui cache la forêt, c'est bien, mais pour financer tous les projets qui doivent être mis en œuvre à partir de cette année, en vue de produire de la croissance, je dirais que beaucoup reste à faire. Ce n'est pas avec cette logique, oui. Voilà, ce n'est pas uniquement avec une logique revendicative qui demanderait à l'Occident de venir financer des projets. Je pense qu'on doit changer de paradigme et de changer de logique pour ne plus être vu comme ce continent victime. Maintenant, la situation est là, les choses sont très claires. Alors, on reste quand même loin aussi des revendications du sommet de Nairobi. Enfin, le sommet de Nairobi a appelé un investissement de 600 milliards de dollars pour augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable de l'Afrique, de 56, si je ne dis pas de bêtises, c'est 56 gigawatts en 2022, à au moins 300 gigawatts d'ici 2030. On reste quand même loin. On reste très loin. Quand on voit ce qui a été réalisé sur ces 600 millions de dollars qui étaient revendiqués, je dirais que c'est epsilon. Tout simplement parce que ces questions ne se règlent pas par la revendication, mais se règlent par des processus de transformation qui doivent être mis en place. L'Afrique doit changer son approche, doit passer à une approche beaucoup plus pragmatique, en sachant que l'Occident n'est pas prêt aujourd'hui à assumer cette responsabilité de financer, parce que tout simplement, l'Occident lui-même a des réels problèmes de financement. Mais parce qu'en 2009, les États africains ont rappelé les riches pays pollueurs à honorer leur engagement pris en 2009, justement, à fournir 100 milliards de dollars par an au financement climatique d'ici 2020. Ces engagements n'ont pas été respectés. N'ont pas été respectés. Si on se fie à la réunion de Paris entre le président Macron et la délégation africaine, on est toujours sur ces revendications, on calcule beaucoup plus les écarts en termes de mobilisation que les projets eux-mêmes. C'est dans ce sens où j'appelle au changement de paradigme et changement de logique d'approche. La revendication, oui, mais elle n'est pas suffisante. Ce qui permettra de transformer les logiques, c'est des politiques volontaristes qui se basent sur des éléments de la réalité. Maintenant, entre vœux et pouvoir changer les choses, il y a tout un monde qui nous sépare. Et je pense que beaucoup de choses mériteraient d'être posées autrement, au-delà de la revendication. Je suis totalement d'accord. Qu'on revendique, oui, mais qu'on ne s'arrête pas à cette revendication, parce que si l'Occident en 2009
alors que 2009 c'était une année d'aisance financière des pays européens, n'a pas apporté cet effort de financement. Ce n'est pas en 2023 ou bien 2024 que qu'est-ce cela va se faire. Aujourd'hui Donc, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, où les taux d'intérêt sont actuellement à 4,5%, si ce n'est pas plus, alors qu'en 2009, il faut rappeler qu'ils étaient à 0%. Donc, si on n'est pas venu financer en 2009-2010, c'est toute la décennie qu'il ne faut pas espérer. C'est juste, ce n'est pas du pessimisme, mais c'est justement cet appel veut qu'on voit la réalité telle qu'elle se présente. Exactement. Oui, juste pour ajouter quelque chose, moi je me dis, souvent les auditeurs vont se dire que l'émission Kosaï, ils sont toujours en train de critiquer, alors que c'est pas pour critiquer. Il faut que nous changeons aussi nos logiques, au fait. Nous devons aller dans l'essentiel pour se regarder en tant qu'Africains en disant, ok, il y a des revendications, ok, mais on doit parler aussi de ce qui est essentiel. Parce que en regardant tout ce qui se passe, il faut être logique. Nous devons aller dans la logique en tant qu'Africains. Nous ne devons pas rester dans le louage de tout ce qu'on doit louer, parce que, en fait, j'ai remarqué une chose, en Afrique, on aime le louage, dans le sens, on aime des promesses sans avenir. Dans le sens, si on ne prend pas les choses en compte et qu'on ne regarde pas la réalité qui est en place, on ne va jamais évoluer, on ne va jamais avancer. Donc, en tant qu'Africains, on doit poser des questions. Là, il faut les poser, regarder les choses avec un autre œil pour passer sur des logiques plus concrètes et voir des réalisations plus concrètes. Mais tu sais, Samuel, le point de départ, c'est de faire son autocritique, exactement, de diagnostiquer son environnement et de choisir les voies possibles pour la transformation de la réalité. Maintenant que certains veulent des louanges et c'est une autre période, on ne construit pas. Moi, je reprends toujours cette phrase de Churchill au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où il appelait les Britanniques, il leur promettait de la sueur, du sang et du labeur. Donc, et c'est comme ça que les gens sont en tous les cas, ce qui nous manque, c'est notre capacité de mobiliser les moyens dont on dispose. Et cette mobilisation doit être volontariste. Personne ne nous offrira le développement, parce que tout simplement, en nous offrant le développement, il tranchera cette part de développement de cette partie de compétition, etc. Donc il ne faut pas être dupe. Ce n'est même pas du domaine du rêve. Exactement. Parce que c'est nos problèmes, en fait. C'est les problèmes qui nous concernent et personne ne va s'engager à régler ces problèmes-là. C'est nous-mêmes, on doit prendre nos responsabilités et trouver des solutions. Mais prendre nos responsabilités, je ne comprends pas. Prendre nos responsabilités concernant l'industrialisation, oui, ça je pourrais comprendre. Mais les changements climatiques, alors que l'Afrique ne contribue qu'à de 2 à 3% uniquement à l'empreinte carbone, ça je ne comprends pas. On n'est pas responsable. Se plaindre à qui ? Est-ce qu'il y a un gendarme qui impose un quota ou une compensation ? Il n'y a pas ça. Le monde actuel, si on se fie à ce qui se passe à Gaza par exemple, il y a une incapacité des institutions internationales de régler un problème d'injustice sur lequel les questions sont très claires. Alors qu'est-ce qu'il en sera de questions relatives à la pollution, etc. La position des États-Unis qui n'a pas adhéré au pacte, alors que c'est le premier pollueur. Est-ce que, durant les 10 dernières années, quelqu'un a forcé le bras aux États-Unis pour prendre ses responsabilités, par exemple ? Idem pour l'Europe, idem demain pour la Chine, idem pour l'Inde. Il faut savoir que ce monde est régi par le rapport de force. Et que la mosaïque ou l'architecture relative à la gestion des conflits obéit en réalité au rapport de force plus qu'aux valeurs de droit auxquelles on essaie de nous vendre. C'est vrai que les valeurs sont universelles. Maintenant, pour les imposer, les valeurs justes, pour les imposer, il faut disposer des moyens. Et les moyens d'aujourd'hui, ils sont entre un monde occidental qui a la main sur les marchés financiers, les marchés des matières premières, sur les rapports de force en matière militaire. Alors, revendiquer, oui. Est-ce qu'on a autre chose que la revendication ? Moi, je veux dire que non. L'Africain ne doit pas se limiter à revendiquer, à pleurer. L'Africain doit se remettre en cause pour se mettre debout et pour prendre conscience de ses défis. Le défi, c'est plus de stabilité, plus de démocratie et un projet
qui fait adhérer les différentes forces au niveau des pays africains. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas uniquement de parler, on n'est pas en train de parler, on est en train de proposer et de dire que le problème n'est pas technique. Moi, je dis toujours que le financement n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est de concevoir un projet et de faire adhérer les acteurs à ce projet. Après, quand on frappera à une porte, on convaincra par la justesse de notre projet et on va rémunérer notre projet à travers notre effort. Et celui qui nous financera, il va recevoir en contrepartie des intérêts ou des marges en contrepartie de la mobilisation du crédit. Mais maintenant, si on va pleurnicher, on va parler, on va dire que ce n'est pas nous qui avons pollué. On va nous entendre, on va faire ça. Ça nous avance à rien. Ça nous avance à rien. Tout à fait. Alors que c'est juste. Alors que c'est juste, oui. C'est pour ça qu'il faut sortir dans la logique de pleurnichard, moi, si je peux dire de pleurnichard, et prendre nos responsabilités et avancer en tant qu'Africains, comme M. Kaoubé a pu le dire, en disant avec des choses plus concrètes, faisons de projets, allons vers le volontarisme, parce que ça nous concerne en tant qu'Africains. Nous devons nous mettre ensemble, voir quelles sont les perspectives, avec des projets concrets, avançant avec des acteurs qui sont prêts à avancer avec nous, mais avec des logiques bien structurées pour amener des solutions concrètes. C'est bien de pleurnicher, mais il faut passer à l'action. Et aussi. moi, je dirais que même avec des petites simples actions, on peut trouver des solutions. Si chacun déjà d'entre nous plante un arbre, ça va aider l'Afrique. Donc, c'est des solutions qu'on peut trouver, c'est des simples trucs qu'on peut faire. Même nous, on n'a pas besoin de financement pour planter un arbre qui va nous aider à l'avenir. Donc, c'est vrai, exactement. Alors, Mahfoud Kaoubi, vous me dites que le financement, ce n'est pas un problème, mais on remarque aussi que l'Afrique a besoin de financement aussi, non? Par exemple, cette semaine, une information d'actualité, la Biélorussie veut construire une ville agricole en Guinée équatoriale. Alors, le président Alexandre Loukachenko était en visite officielle dans ce pays ce samedi 9 décembre, et ce dernier voit un grand potentiel pour le développement de la Guinée équatoriale. Donc, encore une fois, ça peut ouvrir la porte à des financements de tels projets, non, en Afrique? Oui, l'Afrique a-t-elle besoin de tels projets? Si le projet est bien ficelé, les fonds d'investissement comme les banques sont faits pour de telles opérations. Donc actuellement, il n'y a pas que le FMI, la Banque mondiale, les banques privées, comme la Banque des BRICS, il ne faut pas qu'on oublie. On en a parlé énormément. Donc il y a des financements. Il y a des financements. Donc, que ce soit dans la sphère privée, soit dans la sphère publique. Mais le plus important, c'est quoi? C'est quel est l'output? Comment? Parce qu'un projet, c'est quoi? Ça permet d'enrichir, de produire un peu plus qu'ensemble. Donc, c'est pour cela que si les projets sont bons, si les projets sont justes, et qu'il y a dedans de la justesse en matière de montage de projet, et qu'il y ait de la bonne gouvernance, je dirais que... Pourquoi pas? Bien sûr. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de bons projets qui n'ont pas été financés. Donc, des formations de banquiers peut-être, parce que je l'étais. Donc, la première des questions que se pose un banquier, c'est qu'est-ce que je vais gagner dans l'affaire? Et donc, c'est le projet recèle de véritables garanties de rentabilité. Il est le premier à sauter dessus, parce que le rôle du banquier avant tout, c'est de rémunérer ses actifs. Et donc, au lieu qu'ils dorment, ses actifs sont rémunérés. Maintenant, c'est à nous de proposer les meilleurs projets. Exactement, l'Afrique ne doit pas rester victime de ses promesses non tenues. Le continent doit s'activer pour régler ses propres problèmes. Madame, monsieur, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci aussi à mes invités.